pour aujourd'hui, notre premier sujet, comment se démaquiller au naturel. Deuxième sujet à aborder, bien sûr, pour ce jour, le financement de projets et autonomisation de la femme. Troisième sujet pour ce matin moderne de ce mercredi, la gestion de l'autorité par la femme. Voici 3 arrêts aujourd'hui que vous allez avoir dans ce rendez-vous. Merci de nous retrouver sur RTI 1 pour Matin Bonheur. On espère que vous êtes bien réveillés. Nous ici, ça va dans tous les cas. On est très à l'aise pour vous servir comme chaque matin, 6h25, 7h30 minutes. C'est parti. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée. En début de matinée, les régions de l'ouest, du centre-ouest, du sud forestier et du littoral seront très nuageuses avec des possibilités de pluie. Par la suite, le soleil fera progressivement son apparition. Dans le nord du pays, le temps sera nuageux en début de matinée, puis progressivement, le soleil s'imposera sur la région. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés pour Abangourou, 24 degrés à Abidjan, 25 degrés pour Adiaké, 24 degrés à Bandoukou, 23 degrés pour Boaké, 24 degrés pour les villes de Bouna, Boundiali et Daloa, 25 degrés pour Dimbokro et Gagnoa. On enregistrera une série de 24 degrés pour les régions de Guiglo, Kong, Korogo, Man, Odiéné et San Pedro, 25 degrés pour Sassandra, 23 degrés à Séguéla, 25 degrés pour les villes de Soubré, Tabou et Tiassalé, 22 degrés pour Touba et enfin 23 degrés pour la région de Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, on observera un début d'après-midi généralement ensoleillé sur l'ensemble du pays. Toutefois, les régions de l'ouest, du sud-ouest et de l'est observeront la présence d'orages isolés, accompagnés de pluie en milieu ou en fin de période. Des passages nuageux avec risque de faibles pluies intéresseront les régions du littoral et du sud forestier. Au nord-ouest, le temps sera dans l'ensemble partiellement nuageux. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 36 degrés à Abangourou, 32 degrés à Abidjan, 30 degrés pour Adiaké, 36 degrés pour Bandoukou, 37 degrés à Boaké, 39 degrés pour Bouna, 37 degrés à Boundiali, 36 degrés à Daloa, 37 degrés pour Dimbokro, 35 degrés dans les régions de Gagnoa et de Guiglo, 37 degrés pour Kong, 39 degrés à Korogo, 33 degrés à Man, 37 degrés pour Odiéné, 31 degrés pour la ville de San Pedro, 34 degrés à Sassandra, 36 degrés pour Séguéla, 34 degrés à Soubré, 30 degrés pour Tabou, 34 degrés à Tiassalé et enfin 36 degrés pour Touba et Yamoussoukro. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'actualité au plan national. On va s'intéresser à la fonction publique. Le séminaire bilan des concours administratifs de la session 2023 s'est tenu hier dans la commune du Plateau. Durant les échanges avec ses collaborateurs, la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto a émis le souhait d'un recrutement de qualité au niveau des concours administratifs. Grâce Kando pour le reportage. L'atelier bilan des concours de la session 2023 relève les performances enregistrées dans leurs organisations respectives. Depuis 3 ans qu'elles ont connu des innovations, les concours administratifs et ceux d'entrée à l'ENA sont de plus en plus transparents et crédibles. Au niveau de l'ENA, nous sommes partis de 45 000 candidats pour arriver à 42 000, puis au final, à environ 800 candidats retenus, ce qui représente moins de 10% des effectifs de candidatures enregistrées. C'est dire que la volonté de faire en sorte que les meilleurs des meilleurs accèdent à l'ENA demeure intacte et doit se poursuivre. Dans les perspectives, les nouvelles décisions à prendre
pour améliorer le processus et offrir beaucoup plus d'opportunités aux jeunes Ivoiriens. Tout le processus tel que nous avons présenté, c'est-à-dire avant les compositions, pendant les compositions et après les compositions, toutes les activités qui avaient été programmées ont été effectivement déroulées. Tout s'est bien passé. Nous continuons de travailler à digitaliser le processus et faire en sorte que nos concours soient de plus en plus crédibles pour pouvoir arriver à donner des résultats qui soient conformes à la prestation et aux performances des différents candidats. Pour la session 2023, 563 concours ont été lancés. 17, malgré les candidatures exprimées, n'ont enregistré aucun admis. 11 concernant les spécialités n'ont pas enregistré des candidatures, à l'exemple du secteur santé. Une situation face à laquelle le ministère d'État, ministère de la fonction publique, s'attelle à trouver des solutions. Pour ce qui est de la fraude, la ministre d'État Anne Ouloto, en référence aux sessions 2022-2023, invite les candidats à leurs responsabilités. Aujourd'hui, le président de la République prône le retour d'une Côte d'Ivoire des valeurs, honnêteté, citoyenneté, à partir desquelles l'Ivoirien doit se présenter avec beaucoup d'humilité au concours en utilisant ses vrais diplômes. Ne jamais tromper l'administration. Parce qu'en voulant tromper l'administration, vous ralentissez le processus en cours. Vous mettez un frein à la célérité dans l'organisation des concours. Parce qu'à toutes les étapes, nous avons besoin de plus de rigueur, surtout pour intercepter les faux diplômes. La ministre d'État Anne-Désirée Ouloto invite également les candidats admis aux différents concours à plus d'efforts au respect des valeurs que prône l'administration publique. Un autre domaine, celui de la finance verte, un atelier de haut niveau s'est tenu hier à Abidjan, une initiative de l'Agence américaine pour le commerce et le développement en collaboration avec la BAD. Il a réuni plusieurs experts. Leurs échanges ont porté sur les mécanismes de financement innovants en Afrique. Franck Quadio. Les phénomènes météorologiques extrêmes, la dégradation des écosystèmes, des défis climatiques aux conséquences dévastatrices tant sur l'environnement, les communautés que sur l'économie. Selon un rapport de la Banque mondiale sur le climat et le développement en Côte d'Ivoire, le PIB du pays pourrait être réduit de 13% d'ici à 2050 et plonger 1,6 million de personnes dans la pauvreté si rien n'est fait. Le ministre Jacques Assaoré appelle alors à une synergie d'action pour une mobilisation des ressources. Cet atelier sur la finance verte et durable offre donc une plateforme précieuse d'échange d'idées et de connaissances en vue de stimuler des partenariats entre le secteur public et le secteur privé. Cet atelier offre également une formidable opportunité d'explorer des modèles de financement innovants qui permettront de concrétiser des projets d'infrastructures durables et de promouvoir une croissance économique résiliente. Il s'inscrit aussi dans la stratégie du gouvernement visant à renforcer le cadre de gestion des investissements climatiques à travers notamment la mise en œuvre progressive de sa stratégie nationale de financement climatique à long terme. À cet atelier, organisé par l'Agence américaine pour le commerce et le développement, en collaboration avec la Banque africaine de développement BAD, experts et partenaires au développement explorent les pistes de financement innovants. La mise en œuvre des contributions déterminées CDN au niveau national nécessite des investissements évalués à plus de 600 milliards de francs CFA. Après la finance verte, place à l'environnement dans la ville de Yamoussoukro. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, était dans la capitale politique ivoirienne. Il a pris part à la clôture du projet « Je grandis avec mon arbre et toi ». La cérémonie a eu lieu au sein du lycée Mami Adjoa. C'est une initiative qui a permis de sensibiliser et éduquer les élèves à la lutte contre la déforestation, en mettant également l'accent sur l'équité et le genre.
Dans l'actualité internationale au Kenya, la police a fait une annonce hier. 11 étudiants ont été tués dans une collision entre un bus et un camion et 42 autres ont été blessés. Le drame s'est produit dans le sud-est, à 360 km de Nairobi. Selon les agences de police, le bus qui roulait sous une forte pluie a dérapé, empiétant sur la file voisine. Les blessés ont été transportés à l'hôpital de la ville la plus proche. Dernière information, la Libye a fermé hier son principal poste frontalier avec la Tunisie, une décision prise après des affrontements entre groupes armés et forces de sécurité du côté libyen. Selon le ministère de l'Intérieur, dans un communiqué, cette fermeture vise à permettre la mise en place de dispositions sécuritaires et à assurer son bon fonctionnement sous l'autorité de l'État. Voilà qui met un terme à ce journal. L'information revient à 7h sur RTI 1. Ce sera toujours un grand plaisir. Bonjour Carmel. Bonjour Angeval. Comment ça va? Je vais très bien et vous? Oui, super. On est là, on ne se plaint pas. Hein, la journée commence bien? Ouais, oui. Ah, voilà, donc... En fait, c'est ce que je dis d'habitude, donc oui. elle me suit. Mais ça commence bien, tranquille. J'ai vu M. Zabi, donc ça commence bien. Vous savez, quand un maître voit son esclave, il est content parce qu'il sait que son esclave va travailler aujourd'hui. Pourquoi l'esclave? Tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, merci beaucoup. On va se retrouver dans moins de 30 minutes pour encore des infos. Effectivement. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour ce noir scintillant. Voilà. Merci, et puis à tout à l'heure pour un autre point de l'actualité dans Matin Bonheur. Nous allons poursuivre cette émission et parler maintenant d'astuces. Au fil des astuces, aujourd'hui avec comment se démaquiller, certes, mais au naturel. C'est parti. Comment se démaquiller au naturel avec une experte en la matière. Avec elle, bien sûr, on va avoir des produits naturels. Voilà, des produits de chez nous, des produits apportés de main. J'ai envie de dire apportés de maison. De maison, oui. On a ça dans toute la maison. Bonjour Larissa Ouattara. Bonjour Angeval. Comment ça va? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Ben, vous savez pourquoi ça va bien? Oui. Parce que tout simplement, Larissa Ouattara a 1 an de plus aujourd'hui. Oui. Voilà. On peut l'applaudir, s'il vous plaît? On est quand même nombreux dans ce studio. Voilà. 1 an de plus, c'est important. Hein? Oui, vraiment. Et puis c'est intéressant aussi. Hein? Effectivement. Et puis ça nous permet de dire merci à Dieu. C'est ça. On rend toujours grâce à Dieu pour les 1 an de plus. C'est pas évident, mais oui. c'est Dieu qui nous fait grâce. Et puis on sent qu'on vieillit un peu. Oui, quand même. Ouais. Mais je suis jeune, hein? Ah, peu ok. importe. En fait. On dit pas l'âge d'une femme. Ça te dit pas. Alors, on va parler de comment se démaquiller. Oui, de façon naturelle. De façon naturelle. Parce que j'ai remarqué que, comme moi, hein, il y a beaucoup de personnes qui, lorsque leur démaquillant est fini, ne savent pas comment se démaquiller étant à la maison. On se dit, mais non, on ne s'est pas rendu compte, on a notre démaquillant qui est fini, on fait comme on ne peut pas dormir avec le maquillage, ça va nous apporter des boutons, des taches et tout. Comment faire? Alors, je vous présente aujourd'hui 2 produits très nécessaires pour la maison. Et je parie que vous avez ces produits-là à la maison. Bien sûr. Alors, Larissa, pour qu'on puisse mieux vous entendre et savoir ce que vous allez nous proposer pour ces astuces, on va juste déplacer les mèches sur le côté. Voilà. Voilà. Pour que le micro soit bien positionné, pour qu'on puisse mieux vous entendre. D'accord. C'est parti. Allons-y. C'est bon. Donc, je vous présente mes 2 produits. Oui. On a le beurre de karité et on a de l'huile d'olive. Oui. Donc, on va apprendre à se démaquiller avec ces 2 produits-là, soit l'un, soit l'autre. Et là, ce sont des pochettes, des serviettes hygiéniques qu'on va utiliser aussi pour se démaquiller. Imbibé? Oui. Non. Mouillé, je dis? Non, pas mouillé. Sec? C'est-à-dire, ça va dépendre des produits. Ça va dépendre. Voilà, lorsque je vais expliquer, je dirai quelle pochette il faut. Okay. Alors, donc, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais appliquer déjà de la poudre, là, comme ça, sur la main. Et on va essayer de démaquiller ensemble. Là, je vous parle, dans un premier temps, du beurre de karité qu'on va utiliser. Il est très bon comme démaquillant. Et c'est un 3 en 1, par contre. Okay. Non seulement il va nous permettre d'enlever la matière sur le visage, donc il va nous démaquiller et il va aller en profondeur, c'est-à-dire se comporter même comme la lotion tonique. Okay. La dernière fois, j'ai parlé de comment ici, des types de peau et tout, comment préparer la peau. Et la lotion tonique aussi joue un rôle très important parce que c'est enrichissant pour la peau. Donc, pour le beurre de karité, lorsque vous avez le maquillage sur votre visage, vous le prenez juste un peu. Avec la main, ça dépend de vous.
et vous frottez ça comme ça sur le visage. Comme une crème que vous êtes en train d'appliquer. Mais là, vous allez sentir même que la matière est en train de s'enlever tout de suite. On va très délicatement, n'agresser pas le visage sur. Et la couleur même change. Oui, c'est ça. Ça prend tout de suite la couleur du maquillage. Donc, on fait comme ça. Et on prend une pochette imbibée d'eau. Imbibée d'eau. Vous pouvez utiliser de l'eau tiède, ça dépend de vous. Oui. Et là, vous venez, comme le beurre de karité est beaucoup gras, vous laissez reposer pendant un moment le temps de bien nettoyer, bien enlever en fait à l'intérieur la matière et vous faites ça. Tout simplement. Tout simplement. Ça va vous enlever toutes les impuretés et il nettoie vraiment en profondeur. Comme j'ai dit, il nous sert aussi de lotion tonique. Donc, c'est très enrichissant pour la peau. Si vous remarquez bien, Angela, la dernière fois, on parlait de type de peau. Oui. Et là même, je conseille ça beaucoup à ces personnes qui ont un type de peau sèche. Okay. Les peaux sèches, quand vous finissez de vous démaquiller avec les produits, vous êtes obligé encore de mettre la crème, vous êtes obligé encore de mettre le sérum, tout ça, pour que la peau garde un bon éclat. Donc, avec le beurre de karité, il va se comporter comme aussi une crème que vous n'avez pas besoin encore d'appliquer après s'être démaquillé parce que la peau reste douce et elle reste beaucoup plus éclatante. Donc, pas besoin de la faire briller encore. Surtout que le beurre de karité me met très bien pour le corps. Oui. Mais je voudrais savoir, on a parlé de peau sèche, mais il y a des peaux grasses, hein? Oui, pour les peaux grasses aussi. Le beurre de karité peut aller, mais c'est beaucoup favorable. Ça va sur tout type de peau. Oui, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, je veux beaucoup m'appuyer sur les personnes qui ont des peaux sèches. Oui. Voilà. Et étant donné que c'est un produit naturel, ça passe sur tout type de peau. Mais les peaux sèches, ça doit être un bébé pour vous, un bon bijou, parce qu'il est très favorable à votre type de peau. Donc, du beurre de karité, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, là. Du beurre de karité, et puis... de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est le meilleur pour moi. Parce que là, il joue un rôle extraordinaire et il est à base aussi de vitamine E. Okay. Vous savez, souvent, la peau a besoin aussi d'être nourrie. Donc, avec l'huile d'olive, c'est différent. Lorsqu'on va vouloir se démaquiller, on peut utiliser un coton. On peut utiliser un coton ou une pochette hygiénique aussi et on l'applique sur le visage. On l'applique tout doucement et on laisse reposer. Là, on n'a pas juste besoin... un peu, hein? Oui, juste un peu. Là, on n'a pas besoin d'eau tiède, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Et on va venir nettoyer, enlever toute la matière qui est sur notre visage. Et une fois que c'est fait, l'huile d'olive aussi est très enrichissante pour la peau. Donc, elle va nourrir notre peau et elle va nous protéger des vieillissements. Okay. À la longue. Donc, souvent aussi, pour encore les peaux sèches, oui, parce que ce soit même les peaux sèches ou pas, hein, quand on finit de se démaquiller avec nos démaquillants, on sent que c'est comme lorsqu'on sort de la douche, on est tout frais, il n'y a pas de sébum, la peau ne brille pas. Donc, on a l'impression qu'on a nettoyé quelque chose en profondeur. Et quelque temps après, la peau sèche un peu quand même. Oui. Or, avec l'huile d'olive, il va traiter en fait tout ce qui est peau sèche, tout ce qui est ride, quoi que ce soit. Donc, pas besoin d'anti-rides après? Non, pas besoin d'anti-rides. L'huile d'olive, il est là pour ça. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser comme ça. Et aussi, il y a des personnes, nous, comme ça, comme on maquille beaucoup certaines personnes, souvent, on n'a pas besoin même de mettre le maquillage sur notre visage. Hein. Mais quand on se rend compte que quand on finit de maquiller, il y a quelques matières qui restent sur nous. Oui. On ne sait pas vraiment comment ça se passe, mais c'est très important lorsqu'on rentre à la maison aussi le soir de faire ça. Donc, ça va nettoyer le visage, tranquille, enlever toutes les saletés, les impuretés. Et pour l'huile d'olive, on a aussi le maquillage waterproof. Okay. Waterproof qui vient lutter contre la transpiration et tout. Et là, ça, c'est difficile vraiment à enlever. Ce n'est pas tous les démaquillants qui passent avec. Je vous conseille l'huile d'olive. Il va vous faire ça propre, en profondeur. Comme on le dit. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour ce renforcement de capacité. Oui. Très enrichissant de savoir ce que nous pouvons utiliser à la maison, tout simplement. On n'a pas tout le temps ces produits, enfin, des produits qu'on a l'habitude de prendre, hein, des démaquillants et tout, mais on a de l'huile d'olive, on peut s'en procurer facilement, du beurre de karité, on en a sur tous les marchés, et donc à la maison, tout simplement, pour vous démaquiller au naturel, beurre de karité, on applique
tout doucement. Voilà, on nettoie, ça passe. Le beurre de karité est bien pour la peau. L'huile d'olive aussi, avec bien sûr toutes ces vitamines comme la vitamine E. En tout cas, merci beaucoup Larissa. De rien. Et puis on va se retrouver prochainement. Moi, ça sera 2 semaines, la semaine prochaine avec Naomi, Inch'Allah, pour parler encore d'astuces, tout simplement pour vous permettre d'être en harmonie avec vous et surtout avec les autres. Je pense qu'à la fin de l'émission, on va remettre le cadeau de Larissa. Oh là là, le cadeau d'anniversaire. Allez, nous on va marquer juste une petite pause parce que tout à l'heure, on va parler de financement de projets et autonomisation pour la femme. On l'a dit, on reste dans cette belle célébration de la journée des droits de la femme. Et donc, tout ce mois de mars, vous aurez des sujets qui concernent la femme, pour la femme et avec la femme tout simplement. Mais aujourd'hui, c'est un homme qui nous parlera bien sûr de ces projets de financement et autonomisation de la femme. À tout de suite. Papa, maman, la maîtresse dit qu'il existe un vaccin pour protéger toutes les filles âgées de 9 ans contre le cancer du col de l'utérus. Oui, ma fille, c'est le vaccin contre le HPV. Toutes les filles âgées de 9 ans comme toi, scolarisées ou non, doivent se faire vacciner. C'est très important. Oui, maman, c'est vrai. La maîtresse a même dit que le vaccin contre le HPV nous protège du cancer du col de l'utérus et nous permet de grandir en toute sécurité. En plus, le vaccin contre le HPV est gratuit, sûr, efficace et disponible dans tous les centres de santé du pays. Ton père et moi t'accompagnerons pour faire ton vaccin contre le HPV. OK? D'accord. Le vaccin contre le HPV s'administre désormais en une seule dose dans tous les centres de santé ainsi que dans toutes les écoles du pays et c'est gratuit. Chers parents, protégeons la santé de nos filles pour leur donner un avenir radieux, une vie sans cancer du col de l'utérus. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en collaboration avec ses partenaires. Tu veux t'amuser, bien danser, tu veux t'instruire, t'enjailler, tu veux chanter, t'éclater, c'est tout. Tu dis quoi? Tiens, tous les gars, t'es là pour c'est le mois de la femme, alors je dis merci aux femmes, merci à toutes les femmes, merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour la sagesse, merci pour la paix, c'est tout. Je dis merci aux femmes et on est sûr. Chers tout petits, retrouvons-nous ce mercredi à 15h05 sur RTI 1 dans Awané. Awané, c'est chic 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 avec Tata Naomi. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Elles ont des droits et dans ces droits, il y a forcément le droit au travail. Et nous allons inciter aujourd'hui à la création de richesses avec un expert en financement de projets. Nous avons grand plaisir à le recevoir aujourd'hui. On passe bien sûr à cet instant qui nous permettra bien sûr de donner les rudiments pour créer des richesses, pour créer des emplois, mais surtout pour asseoir ces projets. Monsieur Aipo Jean-André, Aipo Jean-André, que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Venez donc chez vous, hein, c'est votre salon, voilà. Bonjour et bienvenue. Vous mettez juste dans le centre. Et j'ai dit avec vous, on va parler de ce sujet très important. Comment allez-vous? Bien, bien. La journée a bien commencé? Oui. Matin bonheur, c'est tôt. Hein? Oui, ah ouais, tout à fait. On dérange le sommeil de nos invités. Ouais, c'est comme ça. On donne des ordres et à 5 h du matin, tout le monde est ici. Alors, on parle de financement de projets portés par les femmes, enjeux et défis. C'est aussi important. Il y a des sujets comme ça qui ont été abordés depuis le 8 mars. Selon vous, quels sont les enjeux de l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui? Les enjeux de l'entrepreneuriat féminin sont de 2 ordres principalement. Okay. Il y a les enjeux sociaux. Les femmes font face à des pratiques, des actions discriminantes. Oui. Elles ne sont pas considérées au même niveau que leur père masculin. Elles se retrouvent aussi face à des jugements et des problèmes socio-culturels. Donc ça, ce sont les enjeux sociaux de l'entrepreneuriat féminin.
Ces enjeux sociaux induisent indubitablement les enjeux financiers. C'est-à-dire que les femmes se retrouvent souvent les moins bien financées dans la chaîne de valeur du financement. Elles se retrouvent avec des entreprises qui ont des trésoreries un peu défaillantes, non pas parce qu'elles ne sont pas performantes, mais à cause justement de ce que pense la communauté, la société, de la femme qui entreprend. Donc, deux enjeux sociaux, financiers, qui souvent sont dramatiques pour les femmes et pour l'entrepreneuriat féminin. On imagine que vous les rencontrez nombreuses au quotidien. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Quels sont ces projets-là que généralement les femmes viennent vous présenter? Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ont tendance à penser que les femmes n'entreprennent pas beaucoup. Oui. La plupart du temps, elles sont beaucoup dans l'informel. Et la plupart du temps, dans la majorité des cas, ce sont des projets qui sont liés au commerce. Il y a à côté de cela des femmes formées qui sont aussi dans les projets beaucoup plus formels, dans des entreprises formelles, qui ont des projets industriels, qui ont des projets de services, mais qui se retrouvent, comme je l'ai dit, victimes de leurs conditions de femmes. Donc souvent, elles n'ont pas la confiance qu'il faut, malgré l'expertise technique, malgré l'expérience. Les gens doutent toujours, et surtout ceux qui financent accordent moins de crédit aux femmes entreprenantes qu'aux hommes. Donc souvent, lorsqu'on les rencontre, c'est ce problème de confiance, ce problème de non prise en compte de leurs compétences qui les empêche de pouvoir prospérer dans leur métier. Dans leur métier. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour ces indications. Moi, j'ai envie de vous demander quel avantage pour un pays peut tirer en favorisant l'entrepreneuriat féminin? Déjà, les femmes représentent une très bonne proportion dans la population. Donc si cette bonne proportion de la population a en son sein beaucoup de femmes qui entreprennent, ça va indubitablement lutter contre le chômage de masse. Oui. Ça va aussi créer des emplois et ça va contribuer à nourrir l'économie. Oui. Voilà. Donc, tout comme l'entrepreneuriat masculin, l'entrepreneuriat féminin joue un rôle très important dans les équilibres socio-économiques de la société. Vous pensez qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se dire, cette incitation, bien sûr, à l'émancipation, à la création de richesses, vous pensez que les femmes aujourd'hui doivent passer le cap? Vous avez parlé de commerce tout à l'heure. On ne va pas seulement se référer à ça, faire le commerce dans les marchés et tout. Il faut avoir de grands projets. Comme ce que des hommes entrepreneurs aussi proposent. Oui, ce n'est pas qu'elles n'ont pas de grands projets. Tout à l'heure, j'ai dit qu'elles souffrent de la non-reconnaissance de leur talent, dans la majorité des cas. Donc, ce n'est pas la faute des femmes si on n'a pas beaucoup de femmes dans certains métiers. Ce qu'il faut, c'est informer, sensibiliser, former et agir. Donc, informer sur les dangers qu'il y a à ne pas considérer les femmes comme les égales des hommes, sensibiliser la population sur les bienfaits de l'entrepreneuriat féminin, former, donner donc des outils techniques aux femmes qui veulent entreprendre, de pouvoir gérer leurs affaires, de pouvoir développer leurs affaires et agir, c'est-à-dire mettre en place des actions qui permettent donc d'entretenir, d'encourager et de faire progresser toutes les initiatives féminines. Alors, la femme reste la femme, hein, mais est-ce que les réalités ici sont tout autres que celles de l'extérieur, on va le dire, de l'Occident, par exemple? Non, pas nécessairement. Oui. Pas nécessairement, c'est un problème d'ordre général. Oui. L'homme, donc le masculin, a complètement phagocyté l'espace entrepreneurial. Donc les femmes sont obligées partout de lutter pour pouvoir avoir leur place. Donc ce n'est pas vraiment lié à l'Afrique ou bien à la Côte d'Ivoire en particulier. C'est un phénomène mondial. Dans d'autres pays, les organisations féminines, les organisations de lutte pour la protection des droits des femmes sont beaucoup plus audibles, beaucoup plus puissantes. Donc elles arrivent quand même à faire bouger les choses. Chez nous aussi, il y a des organisations qui font ce travail-là. Mais il faut que tout le monde, ensemble, nous puissions prendre
en compte, c'est les besoins de la femme, le droit de la femme à l'entrepreneuriat et le droit de la femme à l'émancipation. Donc, travailler de concert dans la société pour que les choses changent, les choses bougent et les choses s'améliorent. À côté de ce plaidoyer que vous êtes en train de nous donner, là, quel message aujourd'hui pour les femmes qui nous regardent? Pour les femmes qui nous regardent, ce qu'on peut leur dire, c'est qu'il n'y a pas à baisser les bras. Il y a des initiatives, il y a des colloques qui s'organisent, il y a des initiatives qui ont pour objet, par exemple, de permettre la meilleure prise en compte des besoins de la femme. Oui. Par exemple, le salon que j'organise, le salon du capital investissement et du capital privé, où on a mis la femme au centre même de ce salon-là avec un panel, des rendez-vous business B2B avec les investisseurs, pour que ces femmes-là qui ont des projets puissent vraiment être vues, être prises en compte. Donc il y a beaucoup d'initiatives, il faut qu'elles s'informent, il faut aussi qu'elles se rapprochent des gens qui organisent ces initiatives-là pour pouvoir bénéficier, parce qu'il y a d'autres moyens alternatifs de financement qui sont beaucoup plus proches de leur métier, de leurs activités, et qui comprennent plus les risques inhérents à ces activités-là et qui pourraient permettre de les financer. Bien sûr. Voilà. Donc alors, elles ne doivent pas baisser les bras. Elles ne doivent pas baisser les bras. Ma dernière question, avant de terminer, il y a plusieurs barrières. Parmi ces barrières, il y a peut-être le fait de ne pas être allé loin à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, ça demeure un véritable obstacle pour l'épanouissement de la femme? Entreprendre, en général, n'est pas lié au niveau scolaire. Entreprendre n'est pas lié au niveau scolaire. C'est bien de le dire. Voilà. C'est une volonté. Oui. Il faut déjà avoir une idée. Oui. Transformer cette idée-là en proposition de service ou bien de produit. Oui. Identifier un marché et s'arranger pour que ce marché-là crée la trésorerie. Ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Bien sûr. Il faut juste avoir le courage, il faut être discipliné pour faire ce genre de choses. Donc ça n'a rien à voir avec l'école. Merci. Je voulais vous emmener à dire cela pour que les gens puissent comprendre qu'il n'y a pas de barrière. Vous pouvez entreprendre, comme il a dit, avoir une idée et puis tout simplement faire germer cette idée dans la tête et puis créer des richesses tout simplement. Merci beaucoup à vous. Merci. Ça a été un grand plaisir de vous avoir reçu pour parler bien sûr de financement de projets pour l'autonomisation de la femme avec notre invité de ce jour, M. Aipo Jean-André. On rappelle qu'il est expert en financement de projets. Dans quelques instants, on aura la deuxième partie de Matin Bonheur. Et on va se retrouver avec l'actualité en compagnie de Renaud et sans oublier qu'on va parler bien sûr de la femme encore avec notre invité du jour, le docteur Frédéric Zabidjo. À tout de suite. Je suis Marie-Josée Talot-Smith. RTI, toujours proche de nos athlètes. Déjà, elle a dit merci pour ce qu'ils font pour la nation, pour leur engouement derrière le sport parce qu'on sait déjà que depuis les gens c'était le football, après maintenant les gens voient un peu l'athlétisme, donc c'est déjà un gros pas et continuer à soutenir tous les sports, pas seulement le football, pas seulement l'athlétisme, mais tous les sports, du sport mineur, et mettre en lumière les talents cachés et puis bon voilà, permettre à d'autres personnes de voir, de savoir qu'il y a beaucoup de gros talents ici en Côte d'Ivoire. Retrouvez-moi sur les chaînes du groupe RTI, du 26 juillet au 11 août, ensemble, vibrons au rythme des Jeux Olympiques de Paris 2024. RTI, diffuseur exclusif. La caravane des présélections de Miss Côte d'Ivoire 2024. Votre prestigieux concours qui allie intelligence et beauté. Tous les vendredis, après le journal télévisé de 20h sur RTI 1. Miss Côte d'Ivoire 2024, la recherche de l'excellence.
RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième point de l'actualité. On en parlait dans l'édition précédente, le ministère d'État, ministère de la fonction publique, souhaite un recrutement de qualité, et cela au niveau des concours administratifs et ceux d'entrée à l'École nationale d'administration. Telle est l'ambition affichée par la ministre Anne-Désirée Ouloto. C'était au cours d'un séminaire bilan des concours administratifs de la session 2023, hier dans la commune du Plateau. Nous sommes dans le temps de carême chrétiens et musulmans. Ce mois de Ramadan est une opportunité pour les fidèles de se rapprocher de Dieu. Les longues prières sont organisées après les ruptures collectives, des efforts supplémentaires que les croyants sont prêts à braver. On voit tout cela dans ce reportage de Mahama Traoré. De longues prières durant la soirée, une fois le jeûne rompu. C'est une des particularités du Ramadan, le mois de jeûne musulman. D'ordinaire, les musulmans doivent accomplir obligatoirement 4 unités de prière dites rakat chaque soir. Pendant le Ramadan, 13 autres rakats supplémentaires s'y ajoutent, soit 17 au total. Durant cette adoration, les versets du Saint-Coran, le livre saint, sont récités durant de longues minutes, un exercice spirituel hautement méritoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque prie pendant le mois de Ramadan, avec la foi et à la recherche de la récompense, ses péchés antérieurs seront pardonnés. Une rakat pendant le mois de Ramadan vaut mieux et plus méritoire que 1000 rakats. Peu importe la difficulté de la tâche, la quête de tels mérites attire les fidèles en grand nombre vers les mosquées. Une affluence peu ordinaire lors des prières quotidiennes les autres périodes de l'année, ce qui exige des dispositions à prendre. Le comité de gestion va mobiliser des nattes, des bouilloires pour permettre à ceux qui ne sont pas en ablution de se mettre en état de prière, placer les nattes pour pouvoir créer des espaces plus commodes pour les fidèles. Tout se passe très bien, il n'y a pas de désordre, il y a la discipline, les fidèles se plaisent. Et vraiment, tout va bien. Il y a beaucoup de mérites. Je demande à tout le monde de redoubler d'efforts, de faire beaucoup d'efforts, parce que c'est un mois de pénitence, c'est un mois de pardon. Bien que méritoires, ces longues prières du Ramadan n'ont aucune valeur obligatoire pour les fidèles. Dans l'actualité internationale sur la situation à Gaza, les négociations se poursuivent au Qatar. Le chef du mouvement islamiste a accusé Israël de saboter ces négociations en menant une opération contre l'hôpital Al-Shifa. Les ONG et les agences de l'ONU ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur le risque imminent de famine sur ce territoire où vivent actuellement plus de 300 000 personnes. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. En tout cas, merci beaucoup à Kamel Dia. Voilà. Je ne sais pas tout à l'heure si Kamel Dia a suivi. Oui, les astuces. Les astuces. Oui, pour se démaquiller. Oh, ça parle de démaquillant, donc forcément, elle va suivre. Non, mais ça concerne aussi les hommes, voilà. Bon, oui, c'est vrai. Les hommes de médias, des fois, sont obligés de mettre du fond de teint pour passer à la télévision. Donc, c'est important de se démaquiller après. On l'a dit rapidement, c'est quoi, beurre de karité, huile d'olive, effectivement. Oui. Et une serviette à côté. Une serviette à côté. J'ai bien suivi. Un peu imbibé. Oui. On applique juste un peu. Ça ne dure pas, juste quelques minutes. Juste un peu d'eau et puis voilà. En fait, ça veut dire... J'ai bien suivi le coup. OK. Donc, après l'émission... séance démaquillage. Il n'y a pas de souci. Oui, moi, je reste ici en même temps, parce que là, il faut enlever ce qu'on a sur le visage. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis, on se retrouve quand? On se retrouve vendredi. Vendredi? Oui. Oh là là, j'aime ça. On peut même se retrouver demain, il n'y a pas de problème. Hein. Non, vendredi, c'est mieux. Vendredi. Bon, je vais être gentil, vendredi. Merci beaucoup, Kamel Dia. Et puis, voilà, nous allons poursuivre cette émission. Nous sommes dans la deuxième partie de Matin Bonheur. On aura deux arrêts à vous proposer. D'abord, pour le premier arrêt pour cette deuxième partie, ça sera la revue des Unes en compagnie de Renaud qui va s'installer. Et ensuite, Frédéric Zabidjo viendra nous parler, bien sûr, de la gestion de l'autorité par la femme. À tout de suite. Action de gouvernement,
projets et réalisations. Nous sommes sur le chantier du 4e pont. La Côte d'Ivoire en marche, saison 6. Aujourd'hui, l'aventure continue. C'est une incursion, un zoom dans les 14 districts autonomes de la Côte d'Ivoire et les 31 régions du pays. C'est quand même, je vous le coupe, voilà le goudron qui est là, voilà pourquoi il n'y a même pas poussière. Il y a des pistes qui sont là encore, ils n'ont qu'à venir faire pour nous. Voilà. Celui qui a fait là, il n'a qu'à venir encore même pour compléter le reste là. Ministre-gouverneur des districts autonomes. Ministère, c'est votre lucarne pour rendre visibles les chantiers du gouvernement. Des chantiers sont ouverts partout dans le pays. La Côte d'Ivoire en marche, l'État investit, la population bénéficie. La Côte d'Ivoire en marche, ensemble pour un pays émergent. Présentation Delphine Blas, réalisation Cissé Images. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour la revue des Unes. La présidentielle de 2025 arrive à grands pas et dans cette perspective, les partis politiques sont à la manœuvre, soit pour conquérir le pouvoir d'État ou le conserver. C'est le cas du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, dont les cadres, selon Soir Info, s'accordent à dire que le meilleur profil pour représenter le parti n'est autre que le président de la République, Alassane Ouattara. Le PDCI sera de la partie à la présidentielle de 2025 avec Tidjane Thiam, son probable candidat. L'Interne nous dit que sur le chemin qui mène à cette échéance électorale, le président du plus vieux parti de Côte d'Ivoire n'a qu'une seule hantise, faire taire les divergences nées de son élection à la tête du PDCI. Les demandes de visa pour l'Angleterre se feront désormais en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par son Excellence Madame Catherine Broker, ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans notre pays. Selon Fraternité Matin, la diplomate britannique a fait cette annonce lors d'une audience que lui a accordée le vice-président de la République, Tiemoko Meliette Kone. Puis, pour refermer cette revue des Unes, on vous emmène en excursion sur l'île aux crevettes avec comme guide Fraternité Matin qui nous conduit sur ce bout de terre situé à 2 km de la presqu'île du Christ. C'est dans le département de Jacquesville. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la revue des Unes. Je suis Marie-Josée Talot-Smith. RTI, toujours proche de nos athlètes. Déjà, elle a dit merci pour ce qu'ils font pour la nation, pour leur engouement derrière le sport parce qu'on sait déjà que depuis les gens c'était le football, après maintenant les gens voient un peu l'athlétisme, donc c'est déjà un gros pas et continuer à soutenir tous les sports, pas seulement le football, pas seulement l'athlétisme, mais tous les sports, des sports mineurs, et mettre en lumière les talents cachés et puis bon voilà, permettre à d'autres personnes de voir, de savoir qu'il y a beaucoup de gros talents ici en Côte d'Ivoire. Retrouvez-moi sur les chaînes du groupe RTI, du 26 juillet au 11 août, ensemble, vibrons au rythme des Jeux Olympiques de Paris 2024. RTI, diffuseur exclusif. Action de gouvernement, projets et réalisations. Nous sommes sur le chantier du 4e pont. La Côte d'Ivoire en marche, saison 6. Aujourd'hui, l'aventure continue. C'est une incursion, un zoom dans les 14 districts autonomes de la Côte d'Ivoire et les 31 régions du pays. C'est quand même, je vous le coupe, voilà le goudron qui est là, voilà pourquoi il n'y a même pas poussière. Il y a des pistes qui sont là encore, ils n'ont qu'à venir faire pour nous. Voilà. Celui qui a fait là, il n'a qu'à venir encore même pour compléter le reste là. Ministre-gouverneur des districts autonomes. Ministère, c'est votre lucarne pour rendre visibles les chantiers du gouvernement. Des chantiers sont ouverts partout dans le pays. La Côte d'Ivoire en marche, l'État investit, la population bénéficie. La Côte d'Ivoire en marche, ensemble pour un pays émergent. Présentation Delphine Blas, réalisation Cissé Images. Merci de votre fidélité
et à très bientôt. Danser, tu veux t'instruire, t'enjailler, tu veux chanter, t'éclater, c'est tout. Tu dis quoi? Tiens, tous les gars, t'es là pour tiens. C'est le mois de la femme, alors je dis merci aux femmes, merci à toutes les femmes, merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour la sagesse, merci pour la paix, surtout. Je dis merci aux femmes et on est sûr. Chers tout petits, retrouvons-nous ce mercredi à 15h05 sur RTI 1 dans Awané. Awané, c'est chic 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 avec Tata Naomi. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Et c'est l'heure maintenant de recevoir notre invité du jour pour parler de la gestion de l'autorité par la femme. Et c'est jusqu'à la fin de ce rendez-vous de ce mercredi, juste après ce jingle. Et c'est toujours un plaisir de le recevoir chez lui. Voilà, c'est un habitué de la maison, Monsieur Frédéric Zabidjo, que nous recevons toujours avec le même sourire. C'est important le sourire le matin. C'est très important. Oui, ça nous dégage des ondes négatives et tout. Absolument. Des choses qui nous pourrissent la vie. C'est ça. Enfin bref. Allez, on poursuit cette émission. On va parler de la gestion de l'autorité par la femme. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par gestion de l'autorité par la femme? Déjà, commençons par définir l'autorité. Okay. L'autorité, si vous voulez, c'est le pouvoir de commander, le pouvoir de se faire obéir. Comme moi, devant un gourou. Allons-y. C'est juste un exemple, hein, pour que les gens puissent comprendre. C'est pas moi. On va parler de ça hors antenne. Merci, allons-y. Voilà. Donc, c'est ce pouvoir-là. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où ce pouvoir n'est pas genré, en fait. Okay. Je veux dire que aussi bien les hommes que les femmes sont aujourd'hui en autorité. Okay. Tout le problème se trouve dans la gestion de cette autorité-là. Comment cette autorité est gérée et comment cette autorité aussi est perçue par rapport à ceux qui l'autorité s'applique. Bien sûr. Toute la difficulté se trouve là. Bien sûr. Alors donc on va faire un état des lieux. Faisons un état des lieux, oui. Des réalités professionnelles. Oui, absolument. Oui. Il faut savoir que depuis... y a 2 générations. Hein. Il y a la génération de nos pères, de nos frères, de nos grands-pères aussi, où la femme avait beaucoup de difficultés à pouvoir émerger, donc à se voir confier des postes de commandement, des postes d'autorité. Ça, c'était hier. Mais aujourd'hui, on est allé dans les mêmes écoles, on a fréquenté les mêmes cours, on a appris les mêmes choses, donc il n'y a pas de raison que la femme reste en marge de certaines réalités professionnelles. Donc aujourd'hui, elle se voit confier aussi bien des tâches qu'on confie aux hommes que qu'on confierait aux femmes également. Donc, à ce niveau-là, le problème ne se trouve pas. Oui. Le problème se trouve où? C'est qu'il y a le droit qui garantit certaines choses aux femmes, certaines acquisitions aux femmes, mais pendant que le droit, lui, prend l'ascenseur, les mentalités sont encore dans les escaliers. Bien sûr. Les mentalités n'évoluent pas au même rythme que les droits. Oui. Alors, nous évoluons dans un contexte culturel, un contexte religieux, où la femme, en griffe, a des rôles dévolus, où la femme a des positions normalement qu'elle ne doit pas occuper. Ça, c'est encore dans nos têtes, malgré le fait que la société évolue en droit. Les mentalités sont à ces niveaux-là. Et du coup, quand la femme se retrouve en train de gérer son autorité, ce dont elle ne se rend pas compte très facilement, c'est qu'elle passe plus de temps à prouver aux hommes qu'elle est à la hauteur, qu'elle sait faire, qu'elle peut faire, même mieux qu'eux. Donc, à force de leur prouver cela, souvent, on assiste à des dérives, dérives comportementales, pardon. On assiste également à des abus de pouvoir, on assiste également à des résultats contraires à ce qu'on escompte, en fait. Donc là se trouve le problème au niveau de la femme. Et en même temps, au niveau des hommes, c'est que la perception de cette façon de manager, souvent, n'est pas bien assimilée. Parce qu'on estime que la femme, elle en fait trop, voilà. Et maintenant qu'elle a le pouvoir, si elle avait le pouvoir entier, on serait tous morts en tant qu'hommes et tout. Donc là, c'est trop la difficulté.
Ça, c'est vraiment tel que les choses se passent actuellement. Il y a des études qui ont été faites. Oui. Moi, personnellement, j'interviens dans certaines entreprises et je me rends compte, par exemple, qu'il y a beaucoup de gens qui consultent. Et parmi ces gens qui consultent et qui développent beaucoup de psychopathologies, il y en a beaucoup qui se plaignent, par exemple, de leur relation avec leur N+1, avec leur supérieur hiérarchique immédiat. Et parmi ces gens-là, il y a une très très forte proportion qui a des difficultés avec le N+1 quand c'est une femme. Bien sûr, pour dire que ce sont des réalités voilà. qui sont bien présentes partout. Partout dans les entreprises, voilà. Les hommes ont du mal à assimiler, si vous voulez, l'autorité de la femme. Et même les femmes aussi ont du mal à assimiler l'autorité des femmes. Parce qu'elles estiment que la femme, en général, elle abuse de son pouvoir, qu'elle en fait trop, qu'elle fait mal, etc. Alors que, bon, il est de la responsabilité de l'entreprise, comme de tout le monde, hein, de pouvoir enseigner la gestion de l'autorité. Parce que ça ne va pas de soi. Bien sûr. Voilà. On va rester dans ce que vous êtes en train de nous dire, là, pour un prolongement sur les différentes natures de l'autorité. Il faut savoir qu'il y a, je peux dire, deux natures majeures. Hein. Oui. Il y a l'autorité qui est conférée. Le ministre prend un arrêté, le président de la République prend un décret, le chef d'entreprise prend une décision pour dire à partir d'aujourd'hui, telle personne est le chef de tel service, est le responsable de telle autre sous-direction ou bien direction, etc. Ça, c'est l'autorité qui est conférée. Oui. Donc, on me confère ça certainement peut-être en regardant mon background universitaire, en regardant mes diplômes, en regardant mes compétences professionnelles et techniques. Donc, on me confère un poste, on me confère une autorité. Et je dois gérer à la fois le bâtiment, le local, je veux dire. Je dois gérer comment on appelle ça, les tâches qui sont faites dans ce contexte-là. Je dois également gérer les hommes, je dois également gérer les résultats, je dois également gérer, si vous voulez, les performances. Je dois gérer tout ça en tant que chef, désormais. Ça, c'est pas toujours qu'on l'apprend à l'école. Donc, qu'on soit femme ou pas, ça, c'est des choses auxquelles tous les jeunes, enfin, tous les travailleurs sont confrontés. On me recrute parce que j'ai un PhD en économie, mais je ne suis pas forcément un bon gestionnaire des hommes. Donc ça, il faut l'apprendre. Et puis, de quoi, quand je suis une femme dans un contexte culturel où la femme, dans la tête, dans la mentalité des gens, a des rôles dévolus, c'est doublement compliqué. Il faut doublement apprendre. Donc là, c'est trop le défi majeur quand c'est l'autorité qui est conférée. Cette autorité qui est conférée, elle ne fait pas forcément l'autorité naturelle. Et là, c'est la deuxième, si vous voulez, la deuxième nature de l'autorité, l'autorité qui est naturelle, qui est certainement liée peut-être au charisme, au leadership de la personne, qui découle en fait de son assertivité, le fait par exemple de donner sa position, de montrer, de s'affirmer, tout en tenant compte de celui qui est en face et en évitant au maximum les conflits. Donc, l'assertivité ici va permettre à celui qui est dans une gestion de l'autorité naturelle de pouvoir, si vous voulez, imposer son autorité sans forcément écraser celui qui est en face de lui. Et ça, il y a beaucoup d'hommes politiques qui le comprennent. Par exemple, ils tiennent compte de la population, de ce que les gens veulent, ils descendent à leur niveau, ils écoutent. Ça, c'est vraiment, si vous voulez, ce qui est souhaité en matière de leadership. Okay. Donc, il faut pouvoir muter de l'autorité conférée à l'autorité naturelle. L'autorité, on me nomme directeur d'une entreprise, on me nomme chef d'un service, mais je n'ai pas forcément la capacité de gérer les hommes. Donc, il faut que je mute de cette autorité qu'on me confère à l'autorité naturelle. Comment emmener mes collaborateurs à me suivre? Comment les emmener à travailler efficacement sans avoir à se plaindre? Là se trouve le défi. Donc, c'est dans la transition que très souvent le problème se trouve. C'est tout un processus qu'il faut forcément apprendre. Apprendre. Et qui a l'avantage de la femme, c'est que la femme, naturellement, les capacités d'un bon manager, c'est qu'on requiert d'un bon manager, les femmes ont ça naturellement. Elles savent écouter, elles savent prendre soin des gens, elles savent se mettre au service. Ça, naturellement, elles ont appris ça dans la société. Malheureusement, elles se retrouvent dans un contexte professionnel où elles ont tendance à oublier ça, à occulter ça et à se comporter comme le chef des hommes et non pas une chef femme. Voilà. Et donc, ça crée le problème, en fait. Ça crée le problème. C'est de pouvoir muter de l'autorité conférée à l'autorité naturelle. L'autorité naturelle
qui, elle, fait que, bon, je suis le chef, mais je ne deviens pas moi un serviteur qui se met au service des autres, qui se met à la disposition des autres, qui est à leur écoute, qui a leurs soins. Et c'est de cette façon-là que je vais pouvoir me faire obéir sans que les gens aient l'impression que je les étouffe, que je les écrase. Est-ce qu'à cause de tous ces préjugés que nous avons, est-ce que dans cet état de fait-là, il n'y a pas lieu peut-être de marquer une certaine rigueur, une certaine rigidité, une certaine force pour dire que oui, je suis présente, je suis là, je suis votre chef, c'est moi qui ai l'autorité? Vous savez, l'autorité se reconnaît. Okay. L'autorité se reconnaît. On n'a pas besoin d'imposer. Celui qui revendique sa tigritude, en général, ce n'est pas un vrai tigre. Quand le lion il passe, tout le monde sait que c'est un lion. Merci de le dire. Voilà. Merci. Donc, quand un gros passe, on sait que le gros est là. Oui. Vous voyez, c'est naturel. Merci pour l'exemple. C'est tout naturel. Oui. Donc, vous voyez, si vous voyez un manager en train de dire « c'est moi le chef, toi non oui. », c'est que la personne a besoin d'apprendre le management des hommes. On n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de s'imposer, on n'a pas besoin d'imposer. On a juste besoin de conduire. C'est un mot bien simple, mais qui a beaucoup de sens, beaucoup de valeur. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Voilà. Ce petit mot, management. Management, oui. Il y a une grosse différence entre le management ici et puis la notion de gestionnaire. Oui. C'est les gestionnaires qui sont assis dans leur bureau. Toi, fais ci, passe là, ne fais pas ça. Le manager, il est devant. Il donne l'exemple. Le manager, il arrive à 7 heures au travail. Il n'a pas besoin de prendre des notes pour dire « j'ai constaté que les travailleurs arrivent en retard ». Il n'a pas besoin de ça. Il vient lui-même avant l'heure et les gens le regardent. Et quand on le regarde, on copie. On est obligé. Le chef est là à 7 heures, toi tu fais quoi à 9 heures sur la route? Ça t'oblige quelque part. Ça, c'est un manager. Mais le chef, le gestionnaire, lui, il est assis dans son bureau. Bon, là, je vois qu'il y a trop de retard ici, on va sanctionner. Non. Or, c'est ça qu'on voit très généralement. Il faut que les gens apprennent le management des hommes et non pas la gestion simple des hommes. Ça, c'est dépassé. C'est tellement beau ce que vous êtes en train de dire. Je sais que ça fait titre dans la tête de beaucoup de personnes qui nous regardent en ce moment. Comment gérer les hommes, qu'on soit dans une grosse entreprise ou même dans une petite entreprise, c'est tout simplement important. Hein, de comprendre le management. Alors, on va revenir un peu sur les difficultés que les femmes rencontrent. C'est vrai qu'on va s'attarder un peu là-dessus, parce qu'on sait qu'il y en a. Hein, il y a d'énormes difficultés qu'elles rencontrent dans la gestion, bien sûr, de cette autorité-là. Déjà, les premiers pesanteurs, c'est les pesanteurs culturels. Dans nos sociétés africaines en général, dans nos cultures, dans la plupart de nos cultures, la femme, elle a des rôles dévolus. On dit non, elle doit être dans un foyer, elle doit être dans le foyer, c'est elle qui doit prendre soin des enfants, de son mari, de la maisonnée. Et on ne la voit qu'à ces niveaux-là, on ne la limite qu'à ce rôle en général. Du coup, quand on la voit en entreprise, c'est le premier choc déjà pour les mentalités rétrogrades. Deuxième choc qui va venir, c'est quand on ne la voit pas seulement en entreprise, mais on la voit en train d'être chef, se voir confier des responsabilités qui, pour les hommes, devraient être dévolues qu'aux hommes. Ça fait la deuxième difficulté. Donc, du coup, on assiste déjà à des blocages psychologiques. Quand la chef veut dérouler son management, déjà, souvent, on entend, mais comme toi, comme ça, là, j'en ai à la maison. Voilà. Ou bien on voit la chef, elle est jeune, on dit, non, mais attends, ma fille. Alors qu'on est dans un contexte où il n'y a pas lieu d'avoir ce genre de comportement. Donc, et puis on a également le regard sexiste et machiste de la société. Vous savez, James Brown disait que la société actuelle dans laquelle nous évoluons est une société des hommes. Il disait « This is the man's world ». Vous voyez, ça c'est une société des hommes. Mais sans la femme, cette société n'a aucun sens. Il a déjà dit. Mais ce n'est pas là mon point ici. Ici, c'est que le fait d'être dans une société où les lois sont conçues par les hommes, les règles sont conçues et très souvent appliquées par les hommes, ça fait que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que la loi. C'est ce que je disais tout à l'heure en prenant l'image de la loi qui est dans l'ascenseur alors que les mentalités sont dans les escaliers. Donc ça, ce sont les pesanteurs qui viennent ici contrarier le leadership naturel de la femme. Mais deuxième problème, la deuxième barrière, ça c'est avec la femme elle-même. Comme je l'ai dit, que ce soit en entreprise ou même dans un foyer, elle passe plus de temps à se comparer à l'autre, aux hommes. Ah non, mais moi je peux faire et assumer. Je peux le faire même mieux qu'un homme. C'est vrai qu'on a la capacité de le faire. Mais est-ce que c'est bon pour notre santé?
Est-ce que c'est bon pour nos réalités sociales? Il y a plusieurs aspects à prendre en compte. À prendre en compte. Vous voyez, par exemple, une femme qui va travailler à longueur de journée debout, arrêtée, dans la stature arrêtée, ça, c'est un homme comme une femme peut le faire. Par exemple, dans les métiers de sécurité, ben, si c'est les exigences du métier, on va le faire. Mais est-ce que cette posture arrêtée-là, c'est bon quand la femme devra pouvoir enfanter plus tard? Est-ce que quand, par exemple, une femme se retrouve dans un cycle de travail où elle vient, à un moment, elle descend, par exemple, elle fait le cycle de la nuit, elle descend le matin, et puis elle doit dormir, se réveiller à 14 heures pour revenir encore, etc. Quand elle travaille dans ces cycles-là, est-ce que vous êtes sûr qu'elle se donne beaucoup de chances de se marier? Parce que les hommes, c'est en journée qu'on les rencontre. Voilà, si elle travaille la nuit, que la journée, elle passe le temps à dormir et puis elle doit retourner au travail. Quand elle retourne au travail dans ces cycles-là, qui s'occupe de sa maison, de son enfant, de son mari, etc. Ça crée des problèmes. Donc, c'est vrai, on a le droit, on peut travailler, comme les hommes. Mais si on ne tient pas compte de nos spécificités, on va avoir une vie malheureuse. Bien sûr. C'est de le comprendre. Merci. Dernier point à aborder avant de terminer, bien sûr, cette émission. Les compétences que les femmes devraient utiliser pour réussir à bien gérer l'autorité. C'est les compétences d'une femme. L'écoute active. Oui. L'écoute active, c'est le premier point. Se mettre, deuxièmement, au service d'eux. Au service de sa famille quand elle est à la maison, au service des gens qu'elle dirige quand elle est dans une entreprise. Se mettre au service d'eux ne veut pas dire, si vous voulez, devenir l'esclave des gens. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire prendre soin d'eux. Un chef, il prend soin. Vous voyez, je vais vous donner l'image du berger et de ses bêtes. Le berger, il dort en brousse avec les bêtes. C'est lui qui dévance les bêtes, qui cherche les points de nourriture, les points d'eau. C'est lui qui cherche. Ce ne sont pas les bêtes qui cherchent. Le berger, c'est lui qui entretient les bêtes. Quand les bêtes sont malades, c'est lui qui est là. Quand les bêtes sont en danger, c'est lui qui assure leur sécurité, c'est lui qui les défend. C'est exactement ça qu'un chef doit faire. Et ces compétences-là, si une femme les développe, même que ce soit une femme ou un homme, sa personne sera un bon manager. Mais les femmes, elles ont naturellement ça. Il leur suffit juste de pouvoir travailler ça, développer ça et déployer ça au service des autres et tout est gagné. Tout simplement. En tout cas, merci beaucoup, Frédéric Zabidjo. On va aller dans le centre. Voilà, on va aller juste dans le centre, là. Vous venez à ma droite. On va terminer cette émission debout. Hein. On va faire un peu de sport. Donc, on fait un petit récap de tout ce qu'on a dit. Hein. Donc, pour terminer, on a dit écoute. Écoute. Oui. Écoute, assertivité, bonne communication. Oui. Ça, j'en ai pas parlé, c'est vrai, mais je le dis. Très, très bonne communication. Service. Dans la communication, qu'est-ce qu'il y a dans la communication? Dans la communication, il y a le fait de tenir compte de l'autre. OK. Il y a le fait de comprendre que la communication n'est pas seulement le dialogue. La communication ratisse plus large. Parce que la communication, c'est un ensemble de choses, de dialogue, de signes, d'actions, de silence et tout ça. C'est de tenir compte de tout ça dans la communication. Donc, et ça, comme je l'ai déjà dit, ce sont des choses que les femmes ont naturellement. Mais il leur suffit juste de travailler cela et de déployer ça au service des autres et puis tout est gagné. Comme pour dire tout simplement qu'une femme peut avoir une autorité dans une entreprise, partout, hein, dans la société de tous les jours, hein, dans notre vie de tous les jours, je vais le dire, que nous soyons aussi dans les entreprises publiques et privées, lorsqu'il y a une autorité, il faut savoir l'affirmer, cette autorité-là. Absolument. Tout simplement. L'affirmer dans la douceur. Dans la douceur. C'est important. En tout cas, merci beaucoup, Frédéric Zabidjo. Toujours un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet très important. On espère que vous avez passé un excellent moment sur RTI1 dans Matin Bonheur. Et puis, tranquillement, on va se retrouver demain encore pour vous donner ce qu'il vous faut pour être en harmonie avec vous et aussi avec les autres. Excellente journée sur RTI1. Et puis, n'oubliez jamais de mettre Dieu au centre de tout ce que vous faites. Portez-vous bien. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur cette émission. Bien le bonjour chez vous. Au revoir. Merci, Thierry. Merci beaucoup.